しい予感は続いているあの日々さえ曇ってカゴの中の鳥のようなうつろな目に触れている午後の日差しはまるであなたを外へ誘う光変わらな
Muteki Yo Koso. Salut. Nous sommes présents, fidèles au poste. Encore 2 petites émissions. Et il fait chaud, mon Dieu qu'il fait chaud. Comment vas-tu mon Léo ? Salut, ça va. Ouais, il fait chaud. Ouais. Il y a eu des orages hier d'ailleurs. Des gros orages d'ailleurs. Des gros orages. Muteki vous annonce la météo également. Oui, à Lyon. Tout à fait. Non, mais à Lyon, parce que la Lyon, météo au Japon de ce début de mois de juillet, elle était beaucoup moins heureuse que ça. C'était pas des orages, c'était malheureusement un typhon qui est passé et le décompte des morts a passé les 200 il y a déjà une petite semaine, il me semble. Bon, à part ça, on espère que vous allez bien. On commence par des mauvaises nouvelles. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et on a commencé surtout par remonter le temps avec la chanson Namaiki et le groupe c'est Speed. Ouais. Est-ce que tu te souviens de Speed ? Bah oui, je me souviens de Speed. C'est un groupe que j'ai aussi découvert avec mon frère qui était fan de Speed à l'époque. Donc quand il écoutait encore de la musique japonaise. On est en 98, 99, quelque chose comme ça, à la veille des années d'un nouveau millénaire tout simplement. Et puis c'était, pour moi aussi, l'un des premiers groupes que j'ai écouté. Alors effectivement les premiers artistes que j'ai écoutés c'est plutôt Hide et Cornelius, mais ça faisait partie du décor avec Nanase Aikawa, avec un peu toutes ces figures. Oui, exactement, les mornings étaient en train de commencer. À ce moment-là. Donc pour cette émission-là, alors on vous annonce directement, on vous le dit, il n'y aura pas d'émission de 3 heures. On aurait tellement voulu vous faire un petit anniversaire des 18 ans de Muteki la semaine prochaine, malheureusement pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas. En revanche, on a prévu un petit concept qui va bien pour la semaine prochaine. Vous le savez, vous connaissez, on ne manque pas d'imagination dans cette émission et vous allez voir que le concept va vous faire marrer. Ouais. C'est les 18 ans de l'émission, je ne vous dis que ça, je pense que l'indice suffit pour expliquer ce que sera le visage de l'émission de la semaine prochaine, les 18 ans de l'émission. On va enchaîner donc. Alors durant cette émission nous avons une interview en 3 parties qui est prévue, une interview de David Zavalia que vous connaissez comme reporter sur J1 et que vous connaissez aussi sur comme reporter sur une autre émission, notamment sur le service public. On aura l'occasion d'en parler. C'est pour sa nouvelle émission, cette fois-ci sur YouTube, qui s'appelle Os, l'autre Japon. Et voilà, on abordera ce sujet un peu plus tard dans l'émission interview en 3 parties. On va commencer avec... alors, j'ai prévu du Initial D pour toi. Parce que c'est par toi en fait, parce que c'est ta contribution à l'émission. Initial D. Alors je vais te laisser la présenter. Les voitures. Alors, je vais présenter l'animé, après tu me diras le titre et tout. Ça marche, ok. Mais ouais, Initial D bien sûr, parce que c'est un animé sur les voitures, un animé des années 2000, puisque c'est un peu synonyme de cette période-là aussi. On est à fond dedans. Alors fin 90, début 2000, oui c'est le de dire. Et surtout c'est l'époque de la dance et de l'Eurobeat. Et au Japon en fait c'est un peu décalé par rapport à l'Europe, puisque l'Europe c'était surtout années 90 ça, mais en Japon ça a batté son plein à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en Europe l'Eurobeat est devenu en tout cas est passé de mode à partir de 96. Au Japon elle est toujours pas passée de mode en réalité. Alors si, elle a quand même un peu passé de mode, mais elle a surtout marqué les années 2000. Début 2000, beaucoup. Dogfight, c'est le nom de la chanson Initial D, c'est évidemment le nom de la série animée, série qui ne connaît pas de limite, en tout cas pas de limite à ses dérapages bien entendu. Vous êtes sur Muteki 0478 39 18 15 pour nous écouter. Muteki-radio.fr et évidemment Facebook, et évidemment Twitter, évidemment tous les réseaux sociaux, nous sommes présents. Muteki, c'est parti. Like a
Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu Montiki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute.
Et là, ça joue, monsieur, dame. Il y a un peu du musicien, là, non? Yeah. Le mec, Grande rodéo juste à l'instant, Urban Suite. Jolie chanson qu'on vous avait passée déjà il y a quelques mois. Et juste avant, il y avait Move, M-O-V-I, puisque ça s'écrit comme ça, M.O.V.I à l'anglaise. Et là, on était vraiment dans l'univers de cette série, comment dire, de voiture. Ouais, de voiture. De Tokyo Drift, quoi, tout ça. Voilà, de drift. En fait, il y a bien plus de drift que de voiture. Ah oui, complètement, ouais. À noter qu'il y a également une version train enfin, en tout cas, il y a des jeux vidéo de Initial D qui sont sortis. Évidemment, il y a du merchandising. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi un jeu vidéo de train qui existe, qui s'appelle Densha DD. Qui donc parodie Densha Dego, bien entendu, le simulateur de train qui est extrêmement connu au Japon, et Initial D. Donc imaginez Densha Dego plus Initial D égale Densha D. Ça donc ressemble à qui font des drifts. Voilà, des trains qui font des drifts. C'est complètement ça. Absolument n'importe quoi, parce qu'ils sont sur des rails. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, et en fait, le truc, c'est que tu gagnes des points, il me semble, plus tu fais des drifts, plus tu vas vraiment à fond les ballons, et plus tu gagnes des. Normal, des points, quoi. Voilà, tu driftes, quoi. Tu fais du un côté, tu sais, t'es calé et tout. Voilà. Sur le côté des roues, hein, on va déplacer comme ça. Du coup, des bogies. Des bogies, voilà. C'est d'un côté des bogies. Le vocabulaire consacré. À noter que, en fait, ce jeu a été présenté, pour ceux qui sont fans de speedrun, ce jeu a été présenté à Awesome Games Done Quick ou Summer Games Done Quick, c'était en 2017. Donc le grand marathon de speedrun qui est organisé 2 fois par an pour la bonne cause, un marathon caritatif. Cette année et l'année dernière, c'était pour le compte de Médecins Sans Frontières, si je me souviens bien. Et le dernier Summer Games Done Quick a eu lieu il y a un mois de ça. Ils ont réussi à réunir simplement en session, c'est-à-dire durant cette semaine entière de marathon, oui, une semaine entière de marathon où les mecs ils se relayent, ils te finissent Final Fantasy en 7 heures, ou même pas, en moins de 7 heures justement. Le mec il va te finir, je sais pas moi, Dark Souls en 1 heure et quart, Skyrim en 59 minutes et des choses comme ça. Il va y avoir aussi des runs de Mario ou de Zelda aveugles, c'est-à-dire le mec va se baser uniquement sur le son. Enfin bref, etc. Donc Games Done Quick, que ce soit Summer Games Done Quick l'été ou Awesome Games Done Quick en tout début d'année, c'est à voir, et en tout cas c'est à revoir sur YouTube, c'est à voir sur Twitch en direct et à revoir ensuite en différé sur le compte de Games Done Quick sur YouTube. Ils ont réussi à ramasser plus de 2 millions de dollars, exactement, c'est ça. Ce qui est juste énorme. Et absolument énorme, donc pour Médecins Sans Frontières. On va enchaîner sur la première partie de l'interview. On parle trop. Toujours, évidemment. Vous nous connaissez maintenant. Comment ça va? On parle toujours. Voilà. Première partie de l'interview donc de David Zavalia, et il n'est pas seul. Il y a aussi avec lui Steve Liloniuk, que vous connaissez certainement si vous êtes cosplayer, puisqu'il réalise énormément de clips extrêmement bien chiadés, si j'ose dire. Et donc l'association de ces deux talents donne Os, l'autre Japon, présenté donc par David et monté en France par Steve. Ils vont vous expliquer tout ça. Première partie donc de l'interview. Donc, nous sommes avec l'équipe de, comment on prononce, Os. Le nom complet c'est Os, l'autre Japon. Et j'allais y venir justement. Os, l'autre Japon, qui est la nouvelle émission de David Zavalia, que vous connaissez certainement par nos chaînes hertziennes et sur internet comme animateur reporter sur J1. Mais tu as voulu, David, aller au-delà de ce que tu nous racontais déjà sur J1. Tu as voulu raconter ton Japon, le Japon où tu vis. En fait, sur J1, je fais des reportages assez courts, à peu près 3 minutes. Bon, j'en fais beaucoup quand même. Mine de rien, je livre toutes les semaines 5 reportages à J1, puisque je passe dans le News Show du lundi au vendredi. Donc ça fait une sacrée quantité de travail. Mais c'est vrai que souvent, je vais dans des events qui sont énormes. Et je suis un peu frustré des fois d'en sortir que 3 minutes. Et du coup, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. C'est vrai que YouTube permet d'avoir beaucoup plus de temps. Et aussi un peu plus de liberté de ton, d'expression. C'est vrai que sur J1 je fais quand même vachement gaffe à la façon dont je parle, tu vois, il faut jamais être vulgaire. Moi je dis pas que je vais raconter des saloperies sur YouTube, mais je veux dire, mais t'as quand même un ton à avoir, voilà. T'as des phrases aussi qui sont consacrées, c'est normal, c'est la télé. Ouais, je suis très très formaté reporter télé en fait. Et comme ça fait déjà 3 saisons, mine de rien, j'en ai fait plus de 600 chroniques télé pour J1. Voilà, et il faut que je me déformate un peu pour passer sur YouTube par contre. Parce que c'est vrai que sur YouTube, il faut être un peu plus naturel, tu vois, faut que je fasse gaffe à pas être trop animateur télé sur J1. Et il y a aussi des sujets
que j'ai jamais pu aborder à la télé, tout simplement pour des raisons de réglementation au CSA. Tu sais qu'on peut absolument pas parler de tabac, d'alcool ou de choses comme ça. Et malheureusement, tu vois, c'est dommage parce que le saké, par exemple, c'est un pan très important de la culture japonaise. Et j'ai jamais pu boire une goutte de saké ou montrer une goutte de saké à la télé. Le festival du pénis aussi, j'ai fait pour ma chaîne. Alors voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, j'allais rebondir dessus. C'est que tu me parles d'alcool, tu me parles d'autres choses, mais c'est surtout le premier. Voilà, tu as choisi quand même le festival du pénis comme première chronique au final. Alors attention, hein, parce que je sais qu'on a vite fait de se faire traiter de putaclic sur internet. C'était pas la volonté première que la première vidéo soit le festival du pénis. En fait, on avait fait une première vidéo sur les Sakura qui malheureusement techniquement était pas à la hauteur et finalement elle est passée à la poubelle. C'est un peu le numéro 0 quoi. Voilà, c'était le pilote on va dire. Et du coup l'épisode pénis est devenu le vrai épisode numéro 1. Mais c'était pas une volonté à tout prix. Donc tu on vois. On passe du rose mais c'est pas le même. Voilà. On voulait pas se faire remarquer à tout prix, mais c'est vrai que t'as bien vu hein, mon monteur peut attester que l'épisode Sakura ne tenait pas la route. Hein. On peut en parler justement du monteur Steve Lileniuk. Salut. Bonjour. Ça y est, tu es enfin au micro parce que ça fait un petit moment qu'on se croise en convention, que vous avez vu notamment pour Cosplay Mag et pour d'autres réalisations plutôt liées effectivement au monde du cosplay, beaucoup de photos également de cosplay. Donc c'est toi qui te retrouves à monter cette vidéo, alors enfin cette série de vidéos. Oui, en fait, donc je travaille avec David depuis un certain moment et donc quand il m'a présenté son projet, j'ai tout de suite dit oui parce que ça m'avait pas mal intéressé au niveau de la culture et puis moi ça me permet de me diversifier par rapport au cosplay et au monde du Japon. Concernant le montage, c'est vrai qu'au niveau du montage, il faut savoir aussi qu'il y a des rushs qui peuvent pas passer vraiment en termes d'éclairage, en termes de cadrage. Il faut gérer tout ça déjà avant de tourner, puisque sinon ça donne des épisodes qui ne sont pas bons. Donc si on n'est pas satisfait, on ne va pas le sortir et on va plutôt se contrôler. Alors concernant l'épisode du pénis, j'ai dû pas mal checker. Couper, tu peux le dire. Couper, parce qu'en fait, il y a certains moments. C'est ça. Il y a certains moments où David est très cru sur ses propos, mais en fait, c'est assez drôle, donc on peut le laisser. Et à un certain moment, j'ai dû couper ce que ça passait pas. Là, je peux le dire à la radio, donc c'était les putes de luxe. Donc forcément en fait ça ne passait pas du tout en montage vidéo, surtout qu'on a des règles sur YouTube qui dit en fait que si on a beaucoup de choses qui sont un peu trop provocants, ce qu'on appelle le contenu inapproprié. C'est ça, exactement. Voilà, de YouTube. Donc tout ce qui peut en fait empêcher en fait à la monétisation d'une vidéo. Donc moi c'était mon rôle de censurer certains moments. Après il y a certains moments où on pouvait laisser passer parce que comme il l'a dit, il fallait qu'on laisse une liberté parce que le but c'est pas de se cacher en fait sur certains moments à tout montrer en fait. Alors c'est amusant parce que tu m'en parles avec beaucoup de détails, tu m'en parles avec beaucoup d'exigences. Tu as une exigence assez élevée pour un âge relativement jeune en plus de ça. Si tu veux, j'ai commencé la presse et la photo, tout ce milieu à l'âge de 16 ans. Donc pour un jeune âge, c'est vrai qu'on ne trouve pas des jeunes qui vont traîner dans des milieux de presse comme celui-ci à Japan Expo par exemple.
Lie in April, pour ceux qui le connaissent comme ça. Ouais. Les génériques du premier opening, Hikaru no Nara. Cette chanson me donne envie de pleurer parce que voilà, cet animé est tellement et pourtant sympa, génialissime. Ah non, mais l'animé est fantastique, franchement. Un des animés, alors je crois que c'est un animé d'il y a 3 ans, je crois 3 ans. 3 ans à peu près, oui. Et probablement l'animé de l'année pour moi parce que c'est vraiment de l'émotion, des personnages super attachants, beaucoup de sentiments qui virevoltent dans l'animé et voilà. Et à la fin, on est submergé par l'émotion et ça c'est vraiment énorme. Your Lie in April, vraiment un animé à voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et voilà que je vous recommande, quoi. Shigatsu wa Kimi no Uso, pour ceux qui le préfèrent en japonais. Goose House pour le nom du groupe. On va passer vite fait à quelques news, puisque en ce moment se passe quelque chose qui, comment dire, nous intéresse beaucoup, parce que nous aimons beaucoup la balle ovale, et ça tombe bien alors en 2019, le 15 fait sa Coupe du Monde, mais en attendant, on est en pleine Coupe du Monde du Sevens, le rugby à 7, et le Japon joue. Ouais, ils ont bien joué en fait, ils ont foutu ça juste après la Coupe du Monde. Garçons et filles. Foot, ouais, garçons et filles. Le même week-end, ça se déroule en même temps. Et on va parler du Japon surtout, même si on vous donnera, je pense, un petit mot sur l'équipe de France. Mais chez les garçons d'abord, les Japonais ont justement affronté les Français. On va appeler ça des premier tour, c'est un premier tour tour de qualif. Voilà. En fait, il y a des équipes qui sont exemptes de ce premier tour, c'est les nations les mieux classées dans l'élite mondiale. Et donc la France a affronté le Japon et a, on va dire, assez facilement battu le Japon lors de ce premier tour. Du coup, la France se qualifie pour le tournoi principal et le Japon se retrouve en tournoi, on va dire le second tournoi. Oui, parce que tu es éliminé, mais c'est pas fini. Non. Il faut aussi passer donc les tours de classement. Donc tu peux très bien perdre au premier tour. Alors évidemment, abandonner tout ton espoir de décrocher éventuellement une médaille, mais être quand même classé, lutter contre la dernière place, si j'ose dire. Oui, et puis c'est l'occasion pour ces nations de s'affronter entre nations de même niveau, on va dire. Justement, en Seven, c'est rare que des nations de continents différents s'affrontent en rugby à 7, puisque ensuite le second niveau est au niveau continental. Et donc le Japon a affronté le Uruguay en deuxième match de la première journée. Et ça s'est bien passé, puisqu'ils ont éclaté l'Uruguay 33-7. Je vous rappelle quand même que le rugby à 7, ça se passe en demi-temps de 7 minutes. Donc 33-7, vous imaginez bien le nombre d'essais qui ont été marqués en si peu de temps. C'était l'autoroute, quoi. Oui, c'était le boulevard, l'autoroute. Complètement. C'était la totalité. Et pendant ce temps, les Français, juste pour donner un mot, chez les hommes, les Français ont battu étonnamment, mais alors je dirais étonnamment, l'Australie 22-17, c'était très juste, mais ils ont réussi à passer ce tour et donc ils se retrouvent en quart de finale. Bon, par contre, ça va être très compliqué le prochain tour, mais c'est un crunch. France-Angleterre. Un mini France-Angleterre, donc un crunchounet. Un crunchounet de rugby à 7. Et chez les filles, eh bien, les japonaises, malheureusement, c'est pas, voilà. C'était moyen. C'est moins ça, d'accord. Ah, excuse-moi d'ailleurs, c'était les filles. Excuse-moi, c'était France-Japon filles, où les japonaises se sont fait éliminer. C'était France-Jamaïque le premier tour. Et donc, excuse-moi, donc je confonds un petit peu. Faut dire que c'est passé tard. Faut savoir que ça se passe très tard dans la nuit. Ça se passe à San Francisco, donc avec le décalage horaire de fou. Ça commence à 18-19h et ça finit à 4h du mat. Voilà, donc non, c'était les filles en fait qui affrontaient les japonaises. Les françaises affrontaient les japonaises. Et c'est là qu'elles les ont battues. Et ensuite, en match de classement, donc les japonaises ont affronté le Brésil et elles ont battu le Brésil 19-14 dans ce match de classement. Donc elles vont aller en demi-finale de classement pour la 9e place. Petit mot pour les Françaises qui, elles, ensuite ont poursuivi leur chemin avec une victoire contre les Canadiennes, ce qui est un peu battre le signe indien, parce qu'elles sont souvent battues par les Canadiennes. Le karma. 19. Voilà donc pour le moment, puisqu'il y a une deuxième journée aujourd'hui. Tard encore une fois, ça démarre à 20h je crois. Ça se finit dimanche, ouais, avec une dernière journée avec les finales en fait. Donc vous avez une Coupe du Monde en 3 jours. Voilà ce qui se passe en rugby à 7, c'est tellement rapide que en 3 jours vous avez tout le monde. Ils sont 24 garçons 24 nations au départ pour les garçons, 16 pour les filles dans le même temps, et 3 jours plus tard, eh bien vous avez déjà un champion du monde, et rendez-vous ensuite dans 4 ans pour la prochaine édition. Du coup, je corrige, les garçons japonais ont affronté les Fidji au premier tour.
Fidji-Japon, 39-10 pour le Fidji. Bon, donc même résultat que les filles, hein, ils n'ont pas fait le poids. Et voilà, pour corriger ce que j'ai dit. Merci beaucoup Léo. Donc on va enchaîner sur cette deuxième partie de l'interview de David Zavalia et vous l'aurez compris également de Steve Liloniuk. Donc le duo à l'origine de cette nouvelle émission sur YouTube, Os, l'autre Japon. Os, c'est parti. La question justement, parce que ça fait quelques années déjà qu'on te voit, que tu apparais dans le monde des conventions, même hors des conventions, je parlais des photos notamment. Et qui a contacté qui? Du coup c'est toi David qui a fait appel à lui parce que tu l'avais croisé plein de fois, ou c'est toi qui a proposé tes montages auprès de David en disant tiens si on créait quelque chose ensemble? Comment s'est passée la rencontre? En fait moi je suis basé à Tokyo, donc initialement j'avais pensé faire ça avec quelqu'un de basé à Tokyo juste pour des raisons pratiques en fait, de pouvoir plus facilement s'échanger les fichiers et tout, mais en fait la personne à qui j'avais pensé initialement était pas si doué en fait, et du coup il a laissé tomber. Je me suis retrouvé tout seul et j'ai tout de suite pensé à Steve parce que malgré son jeune âge il est vachement doué. C'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience pour quelqu'un de 22 ans, hein. Il a genre 6 ans d'expérience au moins, et voilà, il maîtrise parfaitement Photoshop, After Effects, Premiere, tout ce genre de logiciel. Moi je t'avoue je n'aime pas ça en fait. J'aime bien faire je suis plus quelqu'un du contenu en fait, pas de la post-prod, de la finition d'image. Et donc, tu trouves l'idée, tu vas sur place, tu vas en reportage et effectivement tu es moins intéressé dans le montage, ne serait-ce que parce que déjà t'en as pondu un nombre incalculable, pas que pour G1 d'ailleurs. On peut aussi parler du fait que t'as travaillé pour d'autres chaînes de télé, mais peut-être qu'au bout d'un moment t'en avais peut-être simplement marre de ça et voulu te concentrer sur le contenu en lui-même en fait. Moi c'est ce que je préfère. En gros j'ai fait beaucoup de montage, mais c'est entre guillemets toujours contraint parce que je devais le faire. C'est ça. Pas par plaisir en fait. Moi je suis vraiment quelqu'un du contenu, donc d'être avec Steve c'est bien parce qu'on est complémentaires, tu vois. Et en plus c'est vrai que le fait qu'il soit jeune, mine de rien c'est vachement bien parce que il a dans la tête la façon dont doit se faire un montage pour que ça soit agréable à regarder par un public jeune en fait. Surtout qu'en fait, si tu veux, donc David est dans le milieu de la télévision depuis bien longtemps, hein. Tu avais commencé avec France 5, t'as fait des apparitions sur France 5, il y avait des reportages, on avait déjà fait des stages, et moi en fait ce qui m'a permis en fait de progresser dans le montage, c'est surtout en autonomie. J'ai vraiment appris à regarder pas mal de reportages aujourd'hui, ce qui marche à la télévision, ce qui marche sur YouTube. Et on a une certaine esthétisme qui revient très souvent dans le montage, qui est apprécié des spectateurs quand ils vont regarder une vidéo, et surtout en fait au niveau de la durée, au niveau aussi de l'humour. Ce qui revient très souvent, c'est surtout une charte de graphique un petit peu. Et moi tout ça, je veux le savoir, et il y a l'esthétisme en tout cas. Et la façon de monter en fait est très différente sur YouTube par rapport à la télé, hein. La façon de faire les cuts, le rythme est très différent. Et moi, forcément, ça fait plus de 14 ans que je bosse pour la télé, donc je suis très formaté télé. C'est pas de ma faute, je fais que ça. Et du coup, c'est bien de bosser avec quelqu'un de jeune qui, lui, a plus l'habitude des médias, des réseaux sociaux, du rythme qu'il doit y avoir sur le net. La rencontre entre deux univers, en quelque sorte, deux techniques complètement différentes. Du coup, la relation se fait à distance, la relation de travail. Et donc, toi, quand tu as, par exemple, un desiderata, une exigence, tout se fait effectivement, vous voyez par Skype, j'imagine, ou voilà. J'imagine que le lien se fait comme ça. Hein. Bah ouais, alors du coup... Heureusement, quand je suis basé à Tokyo, moi ça va parce que j'ai la fibre et tout. Là juste en ce moment on a des petits problèmes de connexion parce que moi je suis rentré dans mon village en Savoie où j'ai une connexion préhistorique. Ah oui, mais en même temps si tu le fais exprès, là. On est simplement limité parfois par des soucis de connexion. C'est la seule chose. Vieux téléphone quand même. La seule chose qui nous pose problème, c'est les capacités d'upload et de download de nos connexions respectives. Comme j'ai déménagé, en fait, j'étais à la fibre. Passer 300 à 14 mégabits, c'est horrible. C'est juste un enfer. Et uploader, je suis obligé de passer par ma 4G de mon téléphone, mais quand il s'agit d'envoyer les fichiers et tout, on essaie de trouver un moyen plus rapidement en fait pour qu'on puisse tout faire, parce que moi si à partir du moment où j'ai les rushs, je sais quoi faire, il me suffit juste en fait de faire le montage qui peut me prendre juste une journée voire 2-3 jours, et c'est très rapide pour faire monter un épisode. En fait après le tournage d'un épisode YouTube de Os, moi je prépare ce qu'on appelle un pré-montage en fait, c'est-à-dire que je vais sélectionner les moments les meilleurs où je parle, donc je lui fais un
un bout à bout des sonores, comme on dit. Presque un storyboard finalement. Voilà, où il a tous les passages où je dois parler, et après, à partir de ça, lui, il va tout mettre en musique, il va insérer des images d'illustration, enfin, il va créer le rythme du montage et le finaliser. Voilà, donc toi, à l'autre bout du monde, tu as déjà une trame en quelque sorte. Bah oui, et puis j'ai cette liberté en fait de vouloir. David me donne cette liberté en fait de monter cet épisode, peu importe en termes de rythme, parce que moi de base je faisais des clips. Et quand il y a des transitions, moi j'aime bien me mettre en mise en scène. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que par exemple, s'il y a des moments drôles, je peux rajouter des mèmes ou des mimés en anglais, et même plus. Par exemple, s'il y a un passage qui revient juste après, et après une transition, je me dis, ça serait drôle de rajouter, par exemple dans le prochain épisode sur les chiens, on voit un chat déguisé en chien. Ce moment passage où d'ailleurs le chat, en fait David n'a pas remarqué, mais à chaque fois que David parlait au chat, le chat en fait réagissait, il voulait pas le regarder, et comme si il connaissait, et puis voilà quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu as un œil extérieur, donc du coup des fois tu vois des choses que même le preneur d'image, en l'occurrence toi David, n'a pas vu quoi, c'est ça. Oui, alors tu peux le troller potentiellement. Oui, voilà, et puis je rajoute, j'adore troller ces vidéos, ces passages, parce qu'à un certain moment, par exemple, si le chat en fait il est en train de dire mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, on revient en arrière de ce que a dit David juste avant, parce que en fait c'est pas du tout ce qu'il a dit juste avant. Il y a pas mal de choses qu'on peut rajouter en termes de scénario, d'histoire, et puis c'est une culture le Japon, hein, il faut bien aussi alimenter, et c'est surtout aussi pour que le spectateur en fait puisse rigoler, puisse suivre, et tout ça dans une limite où il peut être libre sans avoir trop d'informations, parce que quand on regarde à la télé, quand on retrouve du travail, quand on regarde une vidéo documentaire, des fois c'est un peu lent, alors que sur YouTube quand on regarde une vidéo, on va regarder une vidéo, si c'est fun, on va le regarder jusqu'au bout. Oui, en fait, c'est vachement bien d'avoir un œil extérieur, parce que forcément, quand on fait tout soi-même, on est trop dedans, et c'est difficile d'avoir du recul en fait, et donc c'est bien d'avoir un œil extérieur, et c'est vrai que je lui fais confiance là-dessus, je lui laisse mettre des trolls, des blagues, parce que c'est typiquement des choses que j'ai un peu de mal à faire de moi-même, parce que j'ai pas le recul nécessaire. Lui, c'est typiquement des choses de YouTube, et effectivement lui a le réflexe de trouver le bon moment pour le faire, alors que pour quelqu'un qui aurait pas l'habitude, c'est vrai que ça pourrait éventuellement sonner faux. Ouais, comme on n'est pas de la même génération, moi je suis pas de la génération même ou mimée comme vous dites là, et donc moi je les insérerais pas forcément au bon moment, tu vois, un troll, un mème, lui il le fait bien. on
look at me, I wanna kiss your lips. Go on, let me feel your heart beat like a drum. Shinichi Osawa qui remixe Moo Moon, voilà, c'était à l'instant la chanson Choo Choo. C'est pas habituel de voir Moo Moon dans autre chose que de la pop folk, si j'ose dire, dans la jolie pop folk. Et c'est pas forcément habituel de voir Shinichi Osawa faire des infidélités à sa compagne du moment, si j'ose dire, que notamment vous pouvez voir via le projet Mondo Grosso. Shinichi Osawa, moi, c'est une des découvertes pour moi cette année. Ça fait quand même quelques années qu'il est dans le game, si j'ose dire, mais c'est un DJ producteur que je ne connaissais pas jusqu'à cette saison 2017-2018, et j'ai adoré son projet Mondo Grosso, qui est très planant, qui est presque, j'en parlais hors antenne, presque gondriesque, si j'ose dire, avec un côté très poétique et nocturne, en tout cas en termes de code couleur. Nocturne. Oui, et notamment donc une chanson qu'on vous avait passée il y a déjà quelques semaines de ça, qui était Labyrinthe. Donc du projet Mondo Grosso, et le clip est assez conceptuel et en même temps très poétique, puisqu'il s'agit de la Miss qui est l'interface visuelle, qui est celle qui porte visuellement le projet. Shinichi lui est en retrait, qui se retrouve à chanter et danser, virevolter en fait, à travers un marché de rez-de-chaussée d'une grande tour d'habitation que je suppose être de Hong Kong. Et la caméra suit quasiment en plan séquence. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 2 cuts simplement sur tout le clip, et encore, si ces cuts là sont pas des cuts juste de sécurité, qu'à mon avis il est fallu refaire, tu sais, toute la séquence en entier à chaque fois. Bref, donc Mondo Grosso je vous conseille, Moo Moon je vous le conseille, et donc les deux, le meilleur des deux mondes, c'est évidemment cette chanson Choo Choo de Moo Moon, remixée donc par Shinichi Osawa, Monsieur Mondo Grosso. On va peut-être enchaîner avec la dernière partie de l'interview, et puis après il y aura fin de l'émission, quoi, de toute façon, derrière. Oh, quasiment, et puis il y aura juste quelques petits événements, quelques petites news à annoncer. Il y en a un petit peu cet été avant de partir. Oui, il y en a un petit peu cet été. Et on va vous en parler, mais ce sera après cette 3e et dernière partie. Et là, il s'agira plutôt de parler de la vie à Tokyo, de comment ça se passe à Tokyo, et la vie est folle à Tokyo, vous allez vous en rendre compte. Donc toujours David Zavalia, toujours Steve Liloniuk sur Muteki. Puis même des fois la situation en elle-même appelle à un mème ou quoi que ce soit, faut dire ce qui est. Là on revient un petit peu au début de cette interview où tu m'expliquais que tu voulais te libérer un petit peu des contraintes qui sont les tiennes depuis 14 ans maintenant. Est-ce que c'est pas aussi le piège, ce serait pas de rentrer dans les contraintes de YouTube, c'est-à-dire alors j'ai envie de dire heureusement que tu as Steve justement pour avoir un œil extérieur sur ça, mais si ça avait pas été le cas, est-ce qu'il y aurait pas eu ce risque également de se retrouver soi-même finalement à être parmi les autres YouTubeurs et finalement faire ce que font tous les autres? Oui, alors c'est pour ça que mon objectif c'est, je sais pas si ça va marcher ou pas, je sais pas si ça peut marcher, mais je voudrais quand même garder une petite touche de mon formatage télé qui m'est propre, parce que journalistique quand même. Voilà, je tiens à garder cette touche journalistique parce que c'est la seule chose finalement qui peut me distinguer des autres youtubeurs. Et je voulais surtout pas faire le youtubeur de base dans ma chambre avec ma bibliothèque et mes figurines derrière en train de raconter des conneries sur le Japon. Je serais pas crédible en fait. Et il faut que j'apporte ce que je sais faire aussi. Donc j'essaye de m'adapter au format YouTube, mais en gardant quand même quelque chose qui m'est propre. Et le fait donc que je sois journaliste télé depuis presque 15 ans. Donc c'est pas facile de mixer le côté un peu sérieux du journalisme télé avec le côté délirant entertainment de YouTube. Voilà, c'est un challenge, mais c'est un challenge que j'avais envie de faire depuis déjà 2-3 ans que ça me trottait dans la tête. Donc je suis content que ça aboutisse concrètement enfin quoi. Très concrètement par rapport à la chaîne, donc on aura un rythme d'au minimum une vidéo par semaine, toutes les semaines, parce que la régularité c'est crucial sur YouTube. Donc si vous n'avez pas entendu, Steve vient de dire on va essayer. Non mais il va y arriver, il a pas le choix. Sinon il finit à la cave. Et ouais, au minimum une vidéo par semaine. Pour l'instant on n'a pas encore choisi quel jour, probablement le jeudi soir à heure française, vous aurez vos vidéos os. Là effectivement il y a 3 vidéos, mais j'ai tourné au moins 8 épisodes déjà supplémentaires. Donc il y aura plein de choses vachement bien qui vont arriver. La matière, quoi, ouais. Il y aura un festival de chiens à Tokyo avec des tonnes de caniches en jean et en tutu. Il
Il y aura un Matsuri, une fête traditionnelle avec plein de yakuza tatoués de la tête aux pieds. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est la Michael de quartier, mais des yakuza en fait. Ouais, c'est vraiment visuellement c'est impressionnant. Il y aura une grosse soirée cosplay sur le thème de JoJo Bizarre Adventure, mais pas un événement cosplay, hein, vraiment une soirée cosplay dans un bar club à Tokyo Shinjuku. Enfin voilà, il y aura plein de trucs assez géniaux qui vont arriver quoi. Il y a des choses vraiment très intéressantes à voir du Japon. Il y a des choses qu'il faut que vous voyez parce que le Japon, c'est une culture assez enrichissante, d'une infinité que tout le monde ne connaît pas. Il y a vraiment des choses qu'on pourrait même pas faire le tour. C'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Et si les autres chaînes puissent vous permettre de divertir et que si vous êtes passionné par le Japon, il faut vraiment regarder ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. On vous dit house pour la prochaine fois. Allez, juste avant de se quitter, justement, on va sortir un peu de l'émission. On va plutôt parler. J'ai une dernière question sur ta vie à Tokyo. Là, tu viens de me balancer des choses complètement extraordinaires. Et le truc avec Tokyo, c'est que c'est visiblement presque tous les jours comme ça. En tout cas, c'est le cliché qu'on en a vu de France. Est-ce que c'est vrai ? Alors dans l'ensemble, c'est vrai que les Japonais sont quand même super sérieux, hein. Je veux dire, quand tu te promènes à Tokyo, tu vois essentiellement des salaryman qui vont au boulot, qui en sortent et qui sont en costard. Mais au milieu de ça, par contre, quand ils partent dans le délire, ça peut aller très loin d'un coup, quoi. Donc au milieu des salaryman, tu peux très bien avoir un mec qui va promener sa truie. Ça, je l'ai vu pour de vrai, hein. Un mec qui promenait une grosse truie quoi, en laisse, et c'était sa truie quoi. Il l'a promené au milieu d'un Matsuri comme ça tranquille. Une fois j'en ai vu un qui promenait une chèvre, un autre un poney. Enfin, tu vois, globalement voilà, c'est des sérieux les Japonais. Mais par contre quand ils pètent un plomb ou qu'ils partent dans le what the fuck, ça va très loin. Ça peut aller très loin quoi. D'ailleurs, lors d'une interview avec un Japonais qui m'ont remonté à longtemps, il me semble que les salaryman, parfois quand ils veulent faire une pause, même s'ils ont bu ou non, ils aiment bien faire des combats de scorpions. Ça m'avait étonné, ça m'a fait rire en fait. C'est un éditeur de jeux vidéo qui m'avait dit ça et c'était vraiment drôle. Franchement, les Japonais, des fois, ils ont des idées mais tellement farfelues. Même en France, on le ferait pas quoi. Donc, il y a des choses qui sont tellement réglementées. Au Japon, en fait, tu t'amuses, t'es là. Mais après, le Japon, hein, il faut savoir que tout n'est pas parfait. Mais même si c'est parfait, il faut le connaître. Il y a des choses sur lesquelles ils ont aucun tabou par rapport à nous quoi. En particulier le caca, je dirais. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu vois très souvent au Japon sous toutes ses formes. Dans plein d'events, hein, même le Tokyo Game Show, je me souviens l'an dernier, voilà, il y avait des gens qui faisaient un jeu vidéo indépendant, et donc tout le staff avec des chapeaux de caca sur la tête, et en fait le jeu c'était plus ou moins relié au cancer colorectal, mais voilà, ils étaient tous déguisés en caca. Et ce mec, je l'ai recroisé en plus, pas au Tokyo Game Show, je l'ai recroisé dans un des plus magnifiques spots à cerisier en fleurs de Tokyo, le soir. Et le mec il était toujours déguisé avec son caca sur la tête et il venait photographier ces sacs-là comme ça et tranquille, il était tranquille au milieu des touristes avec son déguisement de caca quoi. Et le pire c'est que pour lui c'était pas de problème quoi. Voilà, je suis là, je suis en caca, qu'est-ce qu'il y a quoi. Combien de temps que tu es à Tokyo du coup? Plus de 4 ans que j'y habite, ouais. 4 ans et 3 mois je crois. Et t'en es toujours pas lassé Non, moi je suis. Si un truc me lasse, je rentre. Enfin, j'arrête. Tu vois, j'ai eu plusieurs carrières séparées, tu vois, de scientifique, de journaliste télé, scientifique et médical. Voilà, si un truc me saoule, j'arrête. Mais Tokyo, avant de s'en lasser, il faut un moment, je pense. Hein. Oui, parce que monsieur aussi fait des reportages pour Michel Simès entre midi et 2 sur France 5. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est vrai, effectivement, tu es désormais sur Tokyo depuis 4 ans. Et donc, c'est pour nous parler de ça sur J1 et sur cette nouvelle émission qui s'appelle OS, l'autre Japon, et donc qu'on peut retrouver sur YouTube. Le nom de la chaîne, on cherche Osu, l'autre Japon. OS, OSSU, point d'exclamation. OS, l'autre Japon. Voilà, attention au point d'exclamation. Et abonnez-vous s'il vous plaît, merci. À bientôt, salut. À bientôt, c'est Nala. Et voilà donc pour cette interview de David Zavalia et Steve Liloniuk. Donc on l'a dit, David Zavalia retrouvé sur J1, sur France 5 pour le magazine de la santé, et donc désormais sur cette nouvelle émission, Steve Liloniuk a retrouvé sur Cosplay Mag, comme chacun sait, en tout cas si vous êtes un petit peu versé dans le monde du cosplay. À noter que derrière, il y a des gens qui se marraient derrière nous, hein, des gens qui faisaient un peu comptoir. On l'entendait un peu, ouais. C'était Glue Manchu des fameuses productions de Alex Pilot.
Je pense notamment à France 5, Bitoman. Et le petit kiff de cette interview, ça c'est la petite anecdote dont vous n'avez pas à connaître le contenu, mais vous le connaîtrez quand même. C'est que à un moment donné, en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça, l'anecdote dont tout le monde s'en fout, c'est que lorsqu'on fait une interview, des fois, on est obligé d'arrêter et de dire, s'il vous plaît, baissez un peu d'un ton. Donc du coup, là, ce que vous avez, c'est la version soft, parce qu'à un moment donné, en fait, il y avait vraiment les mecs, ils étaient là, mais comme au comptoir, quoi. Oui. Et le petit Japan kiff, Expo, des fois, ils sont tranquilles. C'est d'avoir été ado et d'avoir vu Bitoman, ensuite d'avoir été jeune adulte et d'avoir vu France 5, et de pouvoir dire comme ça en pleine interview, s'il vous plaît, monsieur Glumanchou, un petit peu moins fort. Voilà, le petit kiff. Le type kiff. Voilà. Donc, avant de se quitter, quelques infos évidemment à noter, notamment le musée des Confluences qui a ouvert son exposition Yokai no Shima, exposition consacrée, vous l'aurez compris, aux esprits surnaturels et mortifères du Japon. À noter qu'il y a aussi des visites commentées. Tenez-vous au courant, notamment via la page Facebook du musée des Confluences. Il y a des visites commentées, ce qui donnera un supplément. Je vais faire un mauvais jeu de mots, un supplément d'âme à ces visites. Oui, vous pouvez mettre des. C'est gratos, c'est juste avant les vacances. C'est gratuit, c'était pour moi, c'est que c'est la fin de saison, on s'en fout. C'est ça, on s'en fout. Non, par contre, c'est super intéressant que ça soit commenté parce que des fois, on manque beaucoup de subtilité sur. Il y a beaucoup de background, beaucoup de fond. D'histoire. Exactement. Plus sérieusement, il y a aussi tout un imaginaire qu'on ne soupçonne pas forcément, un folklore aussi qui est lié au Japon, qu'on ne fait qu'effleurer visuellement lorsqu'on est en pleine comme ça, en pleine visite, si j'ose dire, spontanée, mais qui prend évidemment beaucoup plus de corps à partir du moment où il y a des explications derrière. Juste à côté du musée des Confluences, ça se passe demain, Hello Sunday Japon, plage soleil levant, ça se passe au Bellona Club, c'est juste à côté du musée des Confluences. Je ne sais absolument pas ce que c'est, à part que c'est une soirée festive autour du Japon, avec notamment des food trucks et pas mal d'animations sur scène durant toute la fin d'après-midi. Ça commence à 16h30 ce dimanche, pardon. Ouais, dimanche. Alors également quelques concerts. Il y a un petit japonais qui lui aussi fuit l'été mortifère au Japon, et mine de rien il y a quand même 30 morts à dénombrer pour l'instant au Japon à cause de l'été. L'été au Japon, c'est véritablement une épreuve en soi. Même les Français qui habitent au Japon s'arrangent pour rentrer en France à ce moment-là, c'est vous dire. Hit, lui, a décidé de faire le même chemin. Il sera en concert le 24 août prochain à Lille au Bubble Café. Il sera également en concert le 26, 2 jours plus tard, à Liège au Garage, et enfin le 2 septembre à Paris à l'Abracadabar. Voilà pour les 3 dates de cette fin d'été, et puis ensuite on reparlera des dates de la rentrée. Ce sera pour notre émission de rentrée, ça tombe bien. Tu penses qu'on aura le temps juste avant, parce qu'il y a des conventions à Lyon qui démarrent, qui ouvrent. Oui, bien sûr. Ouvrent en septembre, donc ça va être. Et comme on reprendra en septembre, on fera le point sur les artistes qui se produiront à la rentrée. Il y aura notamment Kamijo, ce sera pour la fin septembre. Il y aura aussi Cold Drain, ce sera début octobre, mais ça, on en avait déjà parlé. Et le retour de Tomoyasu Hotei également en octobre en Belgique et en France, notamment une tournée européenne. C'est bon, je crois que j'ai véritablement fait le tour. On peut se quitter. Et on va se quitter avec une vieillerie. J'avais dit que j'avais prévu une petite vieillerie. Bon, attention, parce que des vieilleries. Ouais, mais là, c'est vraiment une vieillerie de vieillerie. C'est-à-dire que là, on revient en 1968 ou quelque chose comme ça, 67, 68. Kyu Sakamoto, Ue o Muite Haruko, qui a été repris plein de fois au Japon, même par la petite Clémentine. Pourquoi je dis la petite? Elle est quand même beaucoup plus âgée que nous deux d'ailleurs. Mais qui, depuis 20 ans, chante en français au Japon, et qui a aussi repris de son côté cette chanson qui est extrêmement célèbre, Ue o Muite Haruko, qui est également célèbre aux États-Unis sous un autre nom, Sukiyaki. En fait, dans les années 60, cette chanson a réussi à traverser le Pacifique et à percer. C'est la première chanson qui a été classée dans le top 50, dans le top 100 américain. Donc à la fin des années 60, et comme il ne savait pas comment prononcer cette chanson, pourtant le titre de la chanson est plutôt poétique, c'est en regardant le chemin, en tout cas en levant les yeux au ciel, en regardant le chemin. C'est une chanson très nostalgique puisque le type vient de se faire larguer visiblement, il repense à son amour perdu, etc., etc. Eh bien non, les Américains ils s'en foutent, ils ont pris un mot japonais random, ils ont appelé ça Sukiyaki, et hop, emballé, c'est pesé, pressé le 45 tours, et le pire, c'est que ça a marché et que ça a été aussi repris par plein d'artistes de variété ensuite sous ce nom-là de Sukiyaki.
Voilà. Et Kyu Sakamoto, qui était un grand ami aussi, notamment des tout premiers Johnny's, les premières générations lancées par Johnny Kitagawa, il a aidé en fait à les lancer à la télé. Il les présentait notamment lors des émissions de variété. Il est décédé en 85 c'était l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire du Japon, l'un des accidents aériens, les plus meurtriers de l'histoire du Japon. En 85, son avion s'est écrasé et on a, je crois, pas eu plus de morts. Voilà, c'est véritablement la plus grosse catastrophe aérienne du Japon. Je cherchais mes mots. C'est normal, c'est la fin de saison, c'est la fin d'émission. On n'en peut plus. On tire la langue, c'est l'horreur. Allez, alors c'est la passer musique, mec. Un petit peu de musique, toute calme, toute gentille, venue des années 60 et surtout donc un immense standard donc de la chanson japonaise de la fin des années 60. On vous quitte avec ça. Très bonne journée, très bon week-end, très bonne semaine et on se retrouve pour la toute dernière émission la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut tous. Vive le son japonais. Matane. 一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら一人ぼっちの夜思い出す秋の日一人ぼっちの夜歩こう涙が